Salut à tous, ravi de vous retrouver pour de nouvelles confidences ici sur i24 News. On le connaît pour ses analyses, ses mots tranchés, on le connaît pour sa voix, sa défense d'Israël dans l'espace médiatique francophone, on connaît ses convictions, mais ce soir on va rencontrer l'homme, celui derrière les postures, les débats, les tensions aussi parfois. Ce soir on va entendre les silences, les fragilités, les hésitations peut-être même, derrière les certitudes du fondateur de Immédiat Plus, Simon Moss, bonsoir. Bonsoir Nathalie, merci ravi d'avoir d'être avec vous. accepté notre invitation. Ben, c'est normal. Alors il y a une coutume dans Confidence, vous allez devoir vous y plier d'abord Simon. 3 mots pour vous définir. 3 mots pour me définir. 3 mots pour parler de vous, pour dire qui vous êtes ou qui vous aimeriez être. Oui. 3 mots qui peuvent parler de votre caractère, de votre... J'ai l'impression d'être chez le psy là. Allez, c'est le principe. Oui, c'est le principe. Non, je dirais entier, ça c'est sûr, et je pense que ça se voit. Je suis entier dans la mesure où tout ce que je dis, je le pense profondément et avec la même force. Soucieux de la situation en France, soucieux dans la vie de manière générale. Quand je vois que quelque chose ne va pas, j'essaye de me démener pour réparer cette chose. Et le 3e, je dirais un peu fou, un peu tête brûlée. Et je pense qu'il faut avoir un peu un grain de folie si on veut rentrer dans cette activité, dans cette discipline qui est la prise de parole en public, la confrontation, la défense de ses idées. Il faut aussi un petit grain de folie. Alors peut-être pas fou, j'amende ce que je viens de dire, mais oui, un petit grain de folie. Un petit grain de folie. Alors justement, ce grain de folie, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, dans cette marmite de l'expression en public, dans cette marmite de debunker, j'ai pas forcément le mot qui vient en français. Moi non tout plus. de suite, mais déconstruire, j'ai trouvé que la bonne définition, c'était moins fort. J'ai du mal avec ces mots, Moi mais aussi. bon, on y va. De déconstruire les idées reçues, les préconçus, les préjugés. Vous êtes tombé dedans petit, ou ça s'est forgé au fur et à mesure de votre vie, et notamment depuis le 7 octobre? Alors en fait, s'il y a vraiment quelque chose qui a guidé jusqu'ici ma courte vie, puisque je n'ai bientôt que 27 ans, c'est la passion. Mais sous toutes ses formes. Avant, je voulais faire de la magie quand j'étais petit. Je voulais faire de la prestidigitation. Puis ensuite, ça a été la passion pour Michael Jackson. Puis ensuite, à l'âge de 13 ans, j'ai voulu devenir réalisateur. J'ai eu ma première caméra à l'âge de 13 ans, et c'est à l'âge de 13 ans que j'ai commencé vraiment à monter mes premières vidéos, à monter mes premiers courts-métrages épiques, d'aventure. Et en fait, je suis passé toute ma vie comme ça, de passion en passion, pour le feu, pour les expériences. J'adore cuisiner. Vraiment, dès que ma curiosité s'attarde sur un domaine, j'en deviens un amateur. Vous y allez à fond. À fond. Et c'est ce qui se passe, notamment avec Israël, d'une certaine façon, et avec la défense de ce pays et de son peuple? Alors moi, j'ai grandi en France, à Boulogne-Billancourt. J'ai été scolarisé, toute ma scolarité, à Maïmonide Rambam, à l'école Maïmonide Rambam de Boulogne-Billancourt. Et là-bas, il y avait une vraie trempe sioniste qui était insufflée par notre CPE, monsieur Nissim Azougi, Zichrono Livracha, qui nous a quittés pendant le Covid, mais qui nous a vraiment insufflé cette passion d'Israël et cet amour du sionisme. Et après mes études, alors que je continuais à faire des vidéos, à faire des montages, après Maïmo, j'ai fait mes études à Londres, au King's College de Londres, et là-bas, j'ai été confronté, en fait, de plein fouet à la virulence de la campagne BDS, du mouvement BDS. C'est la première fois que vous rencontrez le boycott, l'antisionisme de façon virulente? En vrai, oui. En personne, oui. Je l'avais déjà vu, évidemment, sur Internet, quand j'étais jeune, quand j'avais 17 ans, 18 ans. Et d'une certaine manière, j'anticipais presque avec un certain enthousiasme, avec un certain frisson, le combat, le conflit que j'allais rencontrer à l'université en Angleterre. Et je
peux dire que je n'ai pas été déçu, mais ça a été très très formateur et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'à la fois je me suis inspiré de la méthode anglo-saxonne de communiquer, parce que il y a une communication anglo-saxonne. Ça veut dire C'est-à-dire une communication qui va au fond des choses. Moi, j'ai toujours été admiratif, quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, de Ben Shapiro, de Jordan Peterson, de figures comme ça du monde anglo-saxon, qui arrivent en fait avec de la connaissance, mais aussi beaucoup de forme, avec une maîtrise totale de la rhétorique, avec un certain panache aussi, à intimider, à être redoutable et à déconstruire les arguments et les attaques complètement ignominieuses de nos ennemis. Et c'est vrai que je partais à l'université, j'entamais mes études avec cette fougue-là, avec cette volonté presque de les imiter. Et c'est vrai que je n'ai pas été déçu, puisqu'en face de moi, j'avais exactement les mêmes détracteurs qu'ils connaissaient aux États-Unis. Et c'est pour ça que, peut-être qu'on en parlera, mais en tout cas, c'est pour ça que c'est comme ça plutôt que je me suis forgé, que j'ai fait mes armes à Londres. Et après, je suis rentré en France. Et le 7 octobre ? Le 7 octobre, il y a quelque chose de particulier qui commence, même si vous êtes sur ce terrain médiatique depuis avant le 7 octobre. Le 7 octobre, ça représente une rupture. Vous savez où j'étais le 7 octobre ? En Inde. Oh. J'étais en Inde parce que je faisais un programme d'échange. Et il s'avère que je vivais à Udaipur, au Rajasthan, pendant 5 mois. Et il n'y avait pas un juif aux 300 km à la ronde. C'est-à-dire que l'événement le plus sidérant de l'histoire juive depuis la création de l'État d'Israël, je l'ai vécu entouré d'une société qui ne savait même pas, parfois, le plus souvent, ce qu'était un juif. Et ça, c'était plutôt positif ou plutôt négatif ? Vous vous êtes senti seul ? C'était dévastateur. Ouais. Dans la mesure où j'en venais même presque à envier les juifs de France et les juifs israéliens, parce qu'ils avaient eux au moins cette chance d'être entre eux. Et très vite, vous l'avez dit, et je l'ai dit aussi, en amont, j'étais déjà impliqué dans la défense d'Israël. C'était une passion. Et ce jour-là, c'est devenu une mission. Ce jour-là, c'est devenu ma mission de représenter au mieux Israël, de défendre la vérité qui entoure ce pays qui est si diabolisé, qui est si boycotté, et surtout de le faire en France. Et en Inde, j'ai commencé à tourner chaque jour une vidéo dans ma chambre. Ma mère, elle me disait, mais en fait, le problème, c'est que là, t'es comme un lion en cage. C'est-à-dire que y a personne autour de toi. Le monde, suit son cours en Inde. Il y a eu absolument rien autour du 7 octobre, et c'est normal. C'est une autre civilisation très très éloignée d'1,4 milliard, voire 500 millions d'habitants. Et moi, j'étais seul, en fait, seul juif aux 300 km à la ronde. Et j'ai décidé de m'exprimer, et de déconstruire toutes les vidéos d'Hugo Décrypte, des influenceurs, des politiques. C'est comme ça, en tout cas, c'est dans ce contexte-là que j'ai vécu le 7 octobre et le début de la guerre médiatique. De votre guerre à vous aussi. Simon, est-ce que vous connaissez le questionnaire de Bernard Pivot ? Oui. Eh bien, vous allez vous y plier. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu, donc j'espère être à la hauteur. Mais vous allez l'être, c'est certain. On va rafraîchir notre mémoire. On y va. Première question, c'est parti. Quel est, Simon, votre mot préféré ? Mon mot préféré, c'est redoutable. Ah, remarque. Pas étonnant. Le mot que vous détestez, au contraire. Genre. Votre drogue favorite ? Ah bah le cinéma. Stanley Kubrick. Le son, le bruit que vous aimez ? Alors j'aime, et là je vais citer OSS 117, j'aime le bruit blanc de l'eau. D'accord, je sens que ça va être drôle ce questionnaire. Avec plein de références. Le son, le bruit que vous détestez en revanche ? Le tuk-tuk. En Inde, ça m'a rendu fou. Quasi animal. Le tuk-tuk, le bruit du tuk-tuk, ça me rendait dingue. Heureusement, il n'y en a pas trop à Paris, même pas à Tel Aviv, et c'est peut-être pour ça que je ne reviendrai pas de sitôt en Inde. Votre juron, votre gros mot ou votre blasphème favori, et on peut utiliser toutes les langues.
Je vais pas dire fichtre, donc... Oh non, on vous croirait non, pas. non, on me croirait quand pas. Même, à 26 ans. On me croirait pas. Un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque, waouh! Il les faisait ces questions, Eh ouais. Bernard? J'ai copié. Ah ouais? Ah oui, moi Ok. je me suis pas pris la tête. D'accord. Ok, bien, je vais jouer le jeu. Alors, un homme ou une femme pour illustrer un nouveau Il y a billet bien de banque. une personne qui vous dit comme ça, qui vous susurre à l'oreille qu'il pourrait apparaître, il ou elle, sur un nouveau billet de banque parce qu'il en aurait le mérite, parce qu'il aurait fait quelque chose de grand. Moi, je pense que sur les billets de banque israéliens, Mhm. on devrait avoir, sur différents billets de banque, l'image, la photo des soldats qui sont tombés à Gaza. Ah ben ça. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire, Simon. Le métier que je n'aurais pas aimé faire, je pense que je vais un peu vous froisser. Non. Si, Bah. journaliste. Ah, mais pourquoi? Parce que je trouve, alors pas tous, hein, Ah. mais je trouve que ontologiquement, le journaliste est dans une position un peu frustrante, dans la mesure où il commente l'actualité, il commente le pouvoir, sans pouvoir l'avoir. Après, Mais peut-être vous me direz, qu'il a une autre forme de pouvoir. le c'est journaliste. ça, c'est le quatrième pouvoir en même temps. Mais je sais que moi, ça me frustrerait beaucoup. Ça me frustrerait beaucoup plutôt. Mhm. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné. Alors, réincarnation, c'est pas trop une, c'est pas trop une idée totalement compatible avec la religion juive. Mais si je dois répondre à votre question, je dirais, ouais, un dauphin, c'est magnifique. Un dauphin, il y en a à Eilat. J'ai grandi de vacances en vacances à Eilat, à côté de Dolphin Reef, et c'est vrai que je me suis pris de passion pour les dauphins aussi. Ça fait partie de mes passions. Très bien. Et la dernière, qui peut-être vous conviendra plus justement, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort, dans très longtemps, qu'il vous dise? Tu as vécu une vie qui valait la peine d'être vécue. On vous le souhaite, en tout cas. On retourne à notre interview, Simon, avec cette question, puisque vous parliez de vos racines juives. Vous vous définiriez plutôt comme un Français juif ou comme un juif français? Elle prend quoi comme place, votre judéité? Ma judéité, elle est totale. Et elle n'est pas qu'un ressenti, elle est presque factuelle dans la mesure où je viens d'une famille française juive très vieille. Ça fait 4 siècles que dans ma famille on est français. Je suis juif en fait à mon sens depuis 3000 ans, français depuis 4 siècles. Et mécaniquement, si demain je pars vivre dans un pays étranger, que ce soit au Japon ou aux États-Unis, et que je me marie avec une femme juive, eh bien mes enfants seront japonais ou seront américains, mais ils seront toujours juifs. Mais en tout cas, moi je me sens vraiment appartenir à ces deux peuples, au peuple juif et au peuple français. Je pense que souvent en France, on a réduit le judaïsme à sa dimension confessionnelle. On a parlé de Français de confession juive, ce qui avait un sens d'un point de vue républicain français. D'un point de vue de la réalité, ça n'a pas de sens. Et donc, moi, je m'estime vraiment, je me considère vraiment comme un binational, en fait, comme un franco-judéen ou un judéo-français, comme il y a des franco-marocains, des franco-américains, des franco-japonais. Pour moi, les juifs sont un peuple, et ce peuple, j'en fais pleinement partie, tout comme je fais pleinement partie du peuple français. Et c'est vrai qu'après, je suis juif depuis bien plus longtemps que je ne suis français, et que mes ancêtres sont morts pour la France, mais aussi à cause de la France. Mais je ne suis absolument pas dans un rapport antagoniste à la France. Je suis très fier d'être français, très patriote, et pas seulement amoureux de la République, mais aussi de la France. C'est-à-dire que quand je vais en province, ou quand je visite un château fort, je me le fais mien, même si mes châteaux forts, c'est les châteaux qui n'existent plus, le palais de Hérode à Jérusalem. Mais c'est vrai que à cette question qui a beaucoup tiraillé, je pense qu'il faut apporter une réponse beaucoup plus sereine. J'appartiens aux deux peuples, je suis un binational et je le vis très bien. On peut être les deux.
On peut Tout à avoir fait. cette espèce de double allégeance sans que l'une n'empiète sur l'autre. Bien sûr. Alors évidemment, quand on a des relations compliquées entre les deux parents, c'est jamais facile pour les enfants. Après de là à dire je préfère tel ou tel parent, non. On aime ces deux parents, on aime ces deux peuples, on y est attaché. Alors parfois on est plus d'accord avec l'un qu'avec l'autre, pas vraiment avec le peuple, mais avec sa gouvernance, avec sa représentation nationale. C'est vrai que en ce moment, la représentation nationale de la France est incarnée par Emmanuel Macron. Elle vous a déçu, la France de ces dernières années, de ces 2 dernières années en particulier? Oui. Elle vous a attristé? Je ne m'attendais pas à ce qu'Emmanuel Macron franchisse le pas de la reconnaissance de l'État de Palestine. Quand j'ai appris ça, ça m'a quand même mis un coup, pas en tant que juif, mais en tant que Français. Vraiment. Je me suis dit, mais comment la France qui est l'une des plus grandes puissances occidentales, qui est une démocratie libérale, comment peut-elle récompenser d'une manière aussi lâche, aussi facile, le terrorisme djihadiste, alors qu'elle a elle-même été meurtrie par le djihadisme. Et c'est vrai que, en tant que Français, ça m'a révolté et c'est encore difficile à digérer. Et c'est pour ça que je vais vous emmener sur mon île déserte. Ah, Vous voulez bien? avec grand plaisir. On y va, sur mon île déserte. Sur notre île déserte, Simon, sur laquelle il y a des palmiers, du sable chaud, quel livre vous prendriez pour vous accompagner? Incontestablement Le Monde d'hier de Stefan Zweig. Ah, beau choix. Il y a dans ce livre, alors déjà ce livre est, comme tous les livres de Stefan Zweig, très bien écrit. On le finit très vite malheureusement, et il y a cette séquence où Stefan Zweig décrit sa seule rencontre avec Theodor Herzl. Et je vous invite à la lire. Et c'est une séquence particulièrement touchante et importante. Un album, une musique, une chanson. The Sound of Silence, Simon et Garfunkel. Un film, du coup, un seul. J'ai bien compris que ça allait être compliqué, mais il va falloir en choisir. Bon, en même temps, c'est déjà un choix que j'ai fait de mûri depuis longtemps, The Shining. The Shining de Stanley Kubrick. Ok. Allez. Et un héros ou une héroïne que vous aimeriez soit rappeler des tréfonds du passé, soit faire venir du futur, soit du présent, avec qui vous aimeriez partager votre séquence île déserte. Un héros que je souhaiterais faire... Une personne qu'on peut faire revivre à l'occasion de cette séquence, ou une personne vivante aujourd'hui qui est pour vous légendaire, particulièrement importante, influente. Je ne vais pas être très original, mais en même temps, si je dois penser à un héros au XXe siècle, c'est lui, Winston Churchill. Ouais, c'est lui que vous aimeriez rencontrer. Ouais, parce qu'on ne mesure pas à quel point son rôle a été décisif dans la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. À quel point tout jouait contre lui en Angleterre et l'opinion n'était pas partisane de la guerre avec l'Allemagne, et à quel point il a dû défendre bec et ongle ses convictions, sa manière de penser. Quand on envoie des jeunes aller au front, potentiellement mourir, c'est difficile. Il avait le Parlement contre lui, il avait l'opinion contre lui, en tout cas à ses débuts, et il s'est quand même tenu à sa vision des choses, et ça pour moi c'est un chef. C'est pas anodin, hein. Je pense que vous ayez choisi justement ce personnage que vous aimeriez rencontrer sur cette île déserte, et on va revenir à notre interview. Après, je ne pense pas passer toute ma vie sur une île déserte avec Winston Churchill. Non plus, on ne le souhaite pas. Mais en tout cas, de façon très temporaire, ça pourrait être intéressant, et ça pourrait rejoindre peut-être aussi cette personnalité que vous avez construite sur les écrans, sur les réseaux, aussi l'art de la joute oratoire, l'art du débat, l'art de la contradiction. C'est très juif, ça aussi, mais c'est quelque chose que vous avez forgé au fur et à mesure des années et que vous appelez de vos voeux. Vous n'êtes d'ailleurs pas forcément suivi et écouté par beaucoup qui ne veulent pas rentrer dans votre débat, dans vos contradictions. Ils n'ont pas envie de s'y frotter, de s'y piquer. Mais je ne vous le fais pas dire. C'est vrai que, à mon retour en France, après mes études en Angleterre, j'étais un peu frustré
par la manière dont Israël était défendu. Parce qu'il était soit défendu par des voix passionnées, certes, mais qui étaient, comment dire, un peu caricaturales, un peu grossières, et qui donnaient du grain à moudre à nos ennemis, qui presque jouaient pour nos ennemis, et qu'attendaient en fait nos ennemis. Et puis il y avait un autre son de cloche, lui beaucoup plus timoré, beaucoup plus timide, beaucoup plus institutionnel, qui, à mon sens, n'était pas efficace, qui n'était pas à la hauteur. Et c'est pour ça, vous savez, Victor Hugo disait le fond, qui disait, pardon, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et maîtriser le fond, c'est tout aussi important que maîtriser la forme. Il faut réussir à être redoutable, à être puissant, à être fort, et à être audible, et à avoir des arguments convaincants, et à comprendre, à maîtriser les techniques de l'art oratoire, de la joute verbale, et ça pas seulement dans le contexte politique, mais même dans la vie de tous les jours, lorsqu'on a affaire, à des disputes, lorsqu'on doit convaincre, lorsqu'on doit négocier, lorsqu'on doit se battre. Et vous avez tout à fait raison, c'est une valeur très juive. Le fait de débattre, le pile-poule, mais plus largement, vous savez, si les Juifs avaient été grecs, on aurait dit regarde Israël, vois Israël. Mais on dit Shema Israël, écoute Israël. Nous sommes un peuple profondément ancré dans la parole et dans l'écoute. Et c'est pas un hasard si parmi les plus grands orateurs, les plus grands penseurs, les plus grands auteurs, on trouve énormément de juifs. Et là où enfin, et vous avez raison, mais vous avez raison de toute façon tout le temps, Nathalie, c'est que en effet, face à ça, face à cette passion calibrée par des faits, calibrée par une maîtrise de soi, une maîtrise de son vocabulaire, eh bien en face, que ce soit Rima Hassan, Aymeric Caron, Thomas Porte, David Guiraud, tous les complices, tous les dignitaires de la France insoumise et leurs complices à gauche, dans la gauche mélenchonisée, ont toujours refusé de débattre avec moi. Et c'est une grande frustration pour moi, parce que s'ils sont si sûrs de ce qu'ils disent, de ce qu'ils affirment, des horreurs qu'ils diffusent de jour en jour, eh bien ils n'auraient donc aucun problème à les confronter à la loyale. Ils ont toujours refusé. Pour vous donner une petite anecdote, une petite confession, puisque nous sommes dans les confidences, Rima Hassan et moi, nous parlions par message interposé sur Instagram il y a à peu près 1 an. Je lui ai proposé un débat. Elle m'a dit non. Pourquoi ? Parce que je nie, selon elle, la colonisation, l'apartheid, le génocide. Je lui dis c'est très bien, c'est ce qu'on appelle un débat. Si tu ne débats qu'avec les gens qui sont d'accord avec toi, ce n'est pas un débat, c'est ce qu'on appelle le débat à la syrienne, où voilà, il n'y a pas de débat qui existe dans cette région-là. Et donc en effet, face à une parole maîtrisée mais forte, enracinée mais puissante, ces gens-là quittent le navire, abandonnent le navire tout de suite. C'est pas grave, on y est sur ce navire et on y reste. Sur l'île. Et moi, je veux vous emmener dans une façon de poser des questions un peu différente, puisque c'est la boîte à questions qui va vous les poser. J'étais sûr qu'il y avait quelque chose dans cette boîte. Prenez-la, Simon, cette boîte, justement. Mélangez-la, mettez-lui la tête à l'envers. Faites ce que vous en voulez. Non, bon, on mélange pas, on y va tout de suite, direct. Ah, il faut la prendre, il faut la... Ouais. Faire quoi ? Je prends un papier ? Ouais. Ah, je pioche. Pour l'instant, on verra ce que ça donne après. J'ouvre. Ah ah. C'est vous qui lirez la question à laquelle vous répondrez. Vous vous définissez par vos idées, mais quelle est l'émotion qui vous gouverne le plus souvent ? Parce qu'on a l'impression, quand on vous entend, quand on vous écoute, que tout est très calibré. Mais vous êtes un être humain. J'ai pas l'impression d'être robotique non plus. Je pense que ça se voit à travers mes vidéos qu'il y a une certaine passion. Évidemment. Non, mais moi, ce que j'aime, c'est l'adrénaline. C'est l'adrénaline, et j'aime bien... l'emploi du terme gouverner dans la question me plaît beaucoup, parce que c'est vraiment l'adrénaline qui me gouverne. Et c'est aussi, il n'y a pas que l'adrénaline. Vous savez, on me demande souvent
Et ça me fait plaisir, évidemment, quand on me le demande, surtout les mères juives, mais tu n'as pas peur, mais si j'étais ta mère, j'aurais très très peur, et je vous le rassure, elle a très peur. Elle a peur. Mais on me demande souvent, mais t'as pas peur d'aller dans la rue, de te confronter, t'as pas peur pour ta sécurité? Mais moi, j'ai des amis qui sont allés et qui sont encore à Gaza. J'ai des amis qui sont allés au Liban. Et ça n'est pas de la fausse modestie, ni quoi que ce soit. C'est simplement que, ici, en Israël, on se bat avec les armes. En diaspora, nous avons une mission qui est la moindre des choses, c'est de se battre avec les mots. Et ce combat-là, ce qui me frustre, c'est que tous ne l'ont pas pris à bras-le-corps. Nombreux ont été ceux à l'avoir assumé, ce combat. Pas tous. Et c'est vrai que c'est cette conscience-là que ce que je fais, ça n'est rien par rapport au sacrifice de ceux qui sont partis. Ça n'est rien, mais c'est tout de même et qui ne sont pas revenus pour certains, je pense. Et vous leur avez rendu hommage ce soir et vous avez bien eu raison. Merci beaucoup, Simon, d'avoir été avec nous ce soir dans Nos Confidences. On fait un petit selfie, vous acceptez? Avec grand plaisir. Allez, on y va. Je pousse le micro. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour de nouvelles confidences très bientôt.